quand j'ai quitté mon emploi salarié, j'ai volontairement fait une pause, c'est-à-dire que j'avais envie de me mettre en jachère. J'avais cette expression en tête. Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Lanane. Salut JP. Lanane, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour commencer cet échange ? Alors, bonjour, je m'appelle Lanane, j'ai 36 ans. Je suis consultante à mon compte depuis presque 2 ans sur les questions environnementales, en particulier climatiques, et notamment sur des questions d'éducation. Et avant ça, j'ai travaillé dans le marketing digital et la data pendant 6-7 ans. Génial, merci pour cette introduction. Alors, en tant que consultante, j'ai vu que tu avais aussi un autre métier qui est auteur ou autrice et que tu as sorti un livre très récemment autour des gestes pour réduire son empreinte carbone. J'aimerais bien commencer notre entretien par cette porte, si ça te va, que tu nous parles un petit peu de ce livre, de ce qui t'a amené à l'écrire. Et puis qu'on déroule peut-être un peu ton parcours de cette manière. Ok. Oui, donc c'est un livre qui s'appelle Sans gestes pour réduire son empreinte carbone, qui vient de sortir la semaine dernière. L'objectif, c'était de faire un guide assez pratique à l'attention du grand public qui parfois a vraiment envie de faire des choses, mais sait pas vraiment par où commencer. Donc, de lui donner à la fois de l'inspiration, donc il y a la symbolique du chiffre 100 qui fait qu'on va aussi chercher dans des gestes un peu anecdotiques, parce que, pas anecdotiques, mais disons dans des choses beaucoup plus granulaires, on va dire, et en même temps de lui donner les informations de façon d'adulte à adulte, on va dire. Moi, j'avais envie de l'écrire comme ça, donc il y a beaucoup d'informations de contexte aussi pour dire pourquoi, en fait. C'est pas, je dis pas en fait aux gens je sais pas pour leur donner des leçons, je leur donne des listes et avec les éléments pour lesquels qui justifient le fait qu'on dit que ça va réduire leur empreinte carbone. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir le livre entre les mains parce que tu me l'as envoyé et je l'ai lu directement quand je l'ai eu. Franchement, je le trouve absolument génial. Voilà, je ne dis pas ça de tous les livres, non, Merci. mais franchement, il est vraiment top. Je trouve parce que il y a beaucoup d'explications pour ceux qui sont intéressés sur en fait la dimension de l'impact que tu peux avoir. On rentre par plusieurs portes ou par plusieurs prismes en fait sur la manière dont on peut réduire son empreinte, que ce soit par l'alimentation, la mobilité et autres. Et on voit en fait quel impact tel ou tel geste peut avoir et quel est le niveau de difficulté. Alors bien sûr, c'est jamais vraiment objectif hein, et tu le dis bien dans le livre, mais je trouve ça intéressant en fait de se dire pas à pas. Je peux mettre ça en place et puis progresser de cette manière. Et puis parfois, on se rend compte que des choses qui pour nous semblaient très simples, en fait, ont un super impact. Donc c'est vraiment très chouette. Et puis tu vois, je baigne un peu dans ce milieu depuis un moment aussi maintenant, et j'ai appris plein de choses. Mais rien que par exemple sur l'éco-conduite, je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi, dans un coin de ma tête, que l'éco-conduite c'était un truc un peu bullshit. Que voilà, on nous vendait ça en mode oui, il faut qu'on fasse de l'éco-conduite pour toujours derrière nous dire c'est pas grave, vous pouvez conduire vos SUV, il n'y a pas de problème. En fait, grâce à toi et au bouquin, maintenant je sais que l'éco-conduite en fait ça a un vrai impact et qu'on peut même se former à ça.
Super. Bah, ça me fait plaisir que tu dis ça, c'était le but en fait, de donner des informations en fait pour que les gens, choisissent aussi parce que voilà, il y a 100 actions, on va pas toutes les faire du jour au lendemain et que du coup, les gens aient toutes les billes pour pouvoir choisir. Moi-même, j'ai aussi appris des trucs parce que en fait, bon, il y avait la plupart des choses, je les avais bien en tête et ensuite à partir du moment où tu écris un livre, les recherches sont un peu plus poussées pour avoir les sources et donc ça m'a permis aussi d'approfondir pas mal de choses, quoi. Et alors, maintenant j'aimerais te demander, pourquoi en fait tu as écrit ce livre? Qu'est-ce qui t'est, enfin quel était est-ce qu'il y avait un objectif? Est-ce que c'était un besoin? À quel moment tu t'es dit, «Je vais écrire un bouquin pour aider les gens à réduire leur empreinte»? Alors, de façon très pragmatique, on m'a proposé d'écrire ce bouquin. Ensuite, c'est un peu plus profond que ça parce que écrire un bouquin, c'était quelque chose que j'avais en tête, enfin c'était quelque chose qui était une possibilité parce que j'aime bien écrire. Après, j'avais pas vraiment d'idée de sujet, et ça illustre vraiment un peu une sorte de déroulé naturel des choses ou de je sais pas, quand on dit qu'on crée la chance ou les opportunités, mais du coup, donc moi, comme j'ai dit au début, ça fait 2 ans que je me suis reconvertie, on va dire. Donc pour l'instant, c'est ce que je fais. Mais donc avant ça, je travaillais pas du tout dans ce milieu. Et quand j'ai quitté mon emploi salarié, j'ai volontairement fait une pause, c'est-à-dire que j'avais envie de me mettre en jachère. J'avais cette expression en tête. Et j'avais identifié l'écologie comme un des thèmes qui m'intéressait, mais c'était pas vraiment spécialement ça que j'avais en tête. J'avais pas vraiment en tête de me mettre à mon compte. Et bref, donc je me suis rien imposé et j'ai juste laissé venir ce qui venait et au gré de mes envies, de ma curiosité, etc. Et de fil en aiguille, je me suis engagée dans des associations, j'ai rencontré des gens, euh, et je me suis formée comme ça. Et ensuite, du coup, il y a eu des opportunités professionnelles de le faire, donc j'ai créé mon statut, etc. Et j'ai engrangé une grosse somme de connaissances en fait. Euh, et à ce moment-là, il y a eu cette proposition de livre. Donc en fait, c'est une sorte de deux choses qui se rencontraient à peu près au bon moment. Donc quand on m'a proposé ça, je me suis dit bah oui, bien sûr. En fait, le projet m'intéresse. Écrire un livre, oui. Sur ce sujet, oui. Et puis il y avait aussi une autre raison qui était si j'avais pu avoir une petite hésitation pour une raison ou pour une autre, je me suis dit euh, donc ce projet il existe et si quelqu'un d'autre l'écrit, euh, il en fait, il peut y avoir un risque qu'il soit pas écrit comme je l'imagine déjà. Euh, et donc, en fait, du coup, ça m'a donné envie de le faire. Et donc, je m'explique, c'est que il y a souvent une polémique quand on se penche sur la question de l'action climatique, sur la culpabilisation de l'individu et la polémique entre l'éco-geste et l'action des pouvoirs publics ou des entreprises. Et donc, justement, j'avais envie d'utiliser ce livre pour essayer de dépasser cette opposition en traitant des gestes qui sont plus de l'ordre de l'influence et de l'action de l'individu au sein de l'entreprise et au sein de la cité ou de la cité politique comme un éco-geste, quoi. D'accord. Et alors plus sur, le thème en lui-même, quand tu prends la question climatique ou même la question écologique de manière très large, pareil, il y a plusieurs portes d'entrée, on peut s'intéresser à beaucoup de choses et en fait, il y a pas mal de problèmes sous-jacents. Toi, tu as décidé de t'intéresser plus précisément à l'empreinte carbone. C'est un sujet qui est quand même, un peu spécifique et peut-être un peu technique. Pourquoi celui-ci? Pourquoi est-ce que toi, ça te plaît ça? Ou pourquoi tu penses que c'est important ou plus important? Je sais pas. Alors encore une fois, le projet qui existait, c'était vraiment sur l'empreinte carbone. OK. Donc c'est une des raisons. Ensuite, on va dire que ça «m'arrangeait» entre guillemets parce que justement ça donnait déjà un périmètre bien défini. Parce qu'effectivement, on peut se dire, parfois les gens me disent: «Ah oui, c'est un livre pour sauver la planète» et je dis: «Bah, non». Bah, déjà déjà on sauve pas la planète, on sauve, la planète des hommes quoi. Enfin on sauve les conditions d'habitabilité de la planète pour les hommes. Et en plus, là, c'est pas ça, c'est l'empreinte carbone. Donc, c'est le climat et par le prisme de l'empreinte carbone. Et au moins, comme ça, bah, c'est assez clair. Et puis, on sait toutes les limites que ça peut avoir de ne raisonner uniquement qu'en termes d'empreinte carbone. Mais au moins,
ben, comme ça, les cadres d'analyse sont posés et j'essaye de faire des ponts avec d'autres sujets dans le livre parce qu'ils sont nécessaires et importants, mais au moins, ça permet de cadrer et de pas partir dans tous les sens. Et alors maintenant qu'on a un petit peu, parlé livre et découvert un petit peu justement, des bribes de ton parcours et ce qui t'y a amené, est-ce que tu peux nous parler, des autres casquettes que tu as rapidement évoquées en disant que voilà, que tu es consultante indépendante? Qu'est-ce que tu fais en fait en tant que consultante indépendante? Et puis après on pourra discuter de comment tu en es venue là et ce que tu faisais avant. OK, alors je suis consultante indépendante, ça a commencé avec, la fresque du climat, vraiment de façon très simple. C'est-à-dire que j'animais des fresques du climat. J'imagine que est-ce qu'il faut que je dise un petit peu ce que c'est? Des ateliers rap Tu peux le répéter brièvement. Après, c'est vrai que je pense que ceux qui découvrent le podcast, peut-être ne connaissent pas, mais ceux qui écoutent le podcast depuis un moment, ouais, je pense qu'un épisode sur 3 on en parle, donc c'est bon. Sinon, vous pouvez aller sur le site, mais c'est un atelier en 3 heures pour, comprendre vraiment ce qu'est le dérèglement climatique, en gros, et pouvoir ensuite, discuter des solutions. Donc, je me suis à partir de mon expérience, d'animatrice, on m'a proposé d'animer en contexte professionnel et que c'est comme ça que je suis devenue, consultante à cette époque. Déjà consultante, surtout pour de l'animation et en fait, de fil en aiguille et ben, j'ai accompagné des entreprises, un petit peu au-delà de ça, donc au passage à l'action ou alors à développer vraiment des supports de formation qui soient adaptés soit à leurs employés, soit des supports de formation, tout court, au sujet des questions environnementales, donc climatiques, mais aussi l'effondrement de la biodiversité dont on entend de plus en plus parler, en lien avec le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, enfin les limites planétaires, quoi. d'accord, donc c'est du, alors consulting ou du conseil, pardon, mais vraiment orienté autour de la question de la formation. Ouais, de la formation et j'ai envie de dire, aussi de l'impulsion pour le changement, quoi. C'est-à-dire, D'accord. de donner un peu les clés, de donner les ressources, de donner des pistes, voilà, c'est après c'est assez neuf, hein, je dis que ça fait presque 2 ans, en fait, c'est passé assez vite, mon activité a eu des niveaux d'intensité plus ou moins forts, donc tout ça est assez neuf et puis, ça va en c'est un pas après l'autre, quoi. Donc Ouais, j'ai et pas c'est l'impression non plus de tirer sur une expérience super longue pour te dire, ce que je fais aujourd'hui. Pour l'instant, ouais, c'est et puis ça. le chemin est en pleine construction et de toute façon, ouais, Ouais, il évolue en permanence, j'imagine. exactement. Et alors tu disais, quand même quelque chose de très intéressant et par rapport à la fresque du climat, c'est que c'est comme ça en fait que tu as développé ton activité d'indépendante au départ parce que, l'outil fresque, bah, fresque du climat au départ, mais tous les autres aussi, permettent en fait d'animer et d'animer à titre en fait professionnel également, des ateliers pour des organisations. Ouais. Je sais pas, ce qu'il en est trop aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque où j'ai découvert la fresque du climat, donc il y a à peu près 2 ans, c'était vraiment un outil, de transition, de société, parce que donc de par son contenu, mais personnel aussi. C'est-à-dire que il y a la force aussi, c'était et c'est sûrement encore aujourd'hui la force de la communauté. Donc les gens qui se rencontrent et qui étaient beaucoup de gens comme moi, mais qui avaient peut-être 15 ans d'expérience professionnelle et qui étaient partis, 10 ans, 5 ans, zéro aussi. Il y avait aussi des jeunes diplômés qui avaient fait peut-être 6 mois de stage dans un truc et puis pouf, qui avaient tout de suite zappé le business as usual, quoi. Et donc qui étaient là en train de faire des fresques et de juste déjà de porter cette parole et d'attendre un peu de quelle était la prochaine étape. Donc ça permettait de rencontrer ce monde et puis ensuite en plus de rencontrer du monde qui était déjà un peu plus impliqué et qui vendait des ateliers de fresques du climat en entreprise et, euh, et de se lancer comme ça. Et après autour de ça, il y a plein d'autres ateliers aussi avec lesquels, enfin complémentaires et cousins, on va dire, avec ou des ressources qui m'ont permis de me former. Donc la fresque du climat, tout ce que produit le Shift Project et les bénévoles, les shifters qui sont adossés enfin qui soutiennent plutôt et amplifient l'action du Shift Project, la communauté autour de tonnes, les autres fresques aussi qui se font autour de la biodiversité, de l'océan. OK. Alors je pense qu'on a aujourd'hui là une image un peu à l'instant T de toi, de ta vie, de comment tu t'organises. Est-ce que tu peux nous dire en fait, bah, ce que tu faisais avant,
Et puis, bah, peut-être ce qui s'est passé pour en arriver à qui tu es aujourd'hui et ce que tu fais? Hem, ouais, donc le moment où j'ai commencé à changer, tu veux dire à virer de bord? Ouais, bah, alors peut-être nous expliquer un petit peu, bah, brièvement ton parcours de Ouais. tes études, dans quoi tu as commencé à travailler et puis peut-être un peu, bah, ce qui a fait que tu t'es interrogé et pourquoi tu as commencé à finalement à partir dans une autre direction? Ouais. Bah, donc moi, en fait, j'ai déjà commencé un peu à zigzaguer dans mes études, on va dire. J'ai fait un bac S, j'avais un peu hésité avec un bac L et finalement j'ai fait un bac S. Ensuite, bah, pareil, j'ai hésité entre une prépa, scientifique et littéraire. Finalement, je suis partie en prépa littéraire. Et après j'ai intégré, HEC et l'École normale supérieure, donc j'ai terminé mon cursus de management et puis, j'ai fait des études d'anglais, de linguistique anglaise. J'ai passé l'agrégation, tout ça. Et après, bah, j'ai voulu travailler avec des gens, donc j'ai pas continué, dans donc en équipe, parce que la recherche, ça me plaisait, la recherche en linguistique anglaise, ça me plaisait, mais je trouvais ça un peu solitaire. Donc j'ai voulu aller travailler en entreprise, et à l'époque, et bah, c'était aussi pas mal un peu les startups, tout ça, le digital. C'était aussi ma spécialité à HEC, donc j'ai intégré une jeune start-up, à l'époque, qui est devenue maintenant une grosse boîte avec, je crois 200 ou 300 employés et 6 ou 7 bureaux dans le monde. Et à l'époque, c'était, bah, 10 personnes, dans un sous des toits à Paris. Enfin, c'était assez excitant, je pense que tu te reconnais un peu dans cette ambiance, à Ça me parle. l'époque. Donc des gens super sympas, intelligents, qui avaient envie de créer un truc, donc tu crées une offre de valeur, tu crées une équipe, une culture, une marque et cetera. C'est assez grisant. C'était des années assez cool et donc j'ai passé, je crois 6 ans là-bas. Il y a eu des pauses et cetera, mais j'ai passé 6 ans, donc c'était dans le marketing digital et la data, avec, beaucoup d'anciens de Google, donc cette ambiance, qu'on peut imaginer. Et puis, il y a eu un moment où en fait, il y a eu une forme de fatigue, heu et de lassitude. Il y a eu en fait, alors, il y a pas vraiment eu d'élément déclencheur. Par contre, il y a eu une sorte de peut-être de signe avant-coureur. D'accord. Il y a eu un moment où ça n'allait pas du tout. Heu, j'étais fatiguée, triste, enfin je pense que j'étais un peu déprimée, quoi. Et ça coïncidait avec plein de choses et notamment, ça devait être, enfin c'était après les attentats de Paris, donc ça a joué, je pense, dans le contexte ambiant, plus des choses personnelles. Et j'arrivais pas trop et en fait, je me suis dit: «Beh, je j'y arrive pas, en fait, j'ai juste envie de qu'on me laisse tranquille». Et en fait, en fait, j'ai fait ça. J'ai demandé, à m'arrêter 3 mois, sans solde. Et voilà, parce qu'en fait, enfin, voilà, je me disais: «Enfin, en fait, j'ai juste besoin de ça». Donc je me suis arrêtée, parce que ça n'allait pas, donc pas pour une «mauvaise raison» entre guillemets. Et ça m'a fait vachement de bien. Hem, je précise sans solde parce que je sais qu'il y a aussi des questions de blocage, qui peuvent exister et que c'était aussi, ça l'était à ce moment-là. Hem, la question, heu, la question financière, on va dire, en fait, je me suis dit: «Mais j'avais plus du tout d'économie à cette époque-là, j'avais je sais pas, bref. Et je me suis dit: «Mais c'est pas il faut pas que ça m'arrête, je sais très bien que l'argent, il va pouvoir venir et enfin, j'ai montré que je pouvais en avoir et cetera». Il y a plein de gens qui ont de l'argent autour de moi, c'est une question de fierté de se dire que je peux pas le faire et qu'il faut que je continue à gagner de l'argent. Et donc en fait, j'ai fait ça et puis ensuite j'ai emprunté de l'argent pour tenir et puis j'ai remboursé après. De toute façon, après j'avais besoin de rien pendant cette pause, quoi. J'avais pas envie de faire du shopping ou un énorme voyage. J'avais juste envie de m'arrêter et de me reposer, quoi. Donc voilà, ça c'était un petit moment qui m'a permis aussi de faire une pause, de me reposer surtout, de me recentrer un peu. Et donc ensuite je suis revenue, et puis je suis restée, je pense, peut-être, 1 an et demi, avant de partir.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit: «Mais on pensait que tu reviendrais pas». Et en fait, moi, je m'étais juste dit: «J'avais besoin de me reposer». Je j'étais pas non plus prête, en fait, à partir. Mais bon, je pense qu'effectivement, c'était un signe avant-coureur aussi. C'était une fatigue, physique, mais finalement aussi une fatigue psychique qui jouait de toute façon. Et en fait, cette fatigue, elle est issue, je pense, d'une lassitude sur, le sens, quoi. Et donc D'accord. ça, bah, au bout d'un moment, ça a fait que ça a mis beaucoup de temps, hein. Quand on le raconte a posteriori, ça a l'air toujours simple comme ça, bah, un jour, j'ai dit: «Voilà, je veux partir». Et puis, mais en fait, ça met beaucoup plus de temps que ça, dans les faits. Hem, Et sur pour cette m question, Vas-y, pardon, vas-y. sur cette question de sens justement, en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit: «En fait, il y a pas de sens» ou «Il y a plus de sens» ou «Il y a moins de sens dans ce que je fais»? Est-ce que c'est le fait d'être parti, en fait, dans une direction qui, après tes études, en fait, quand tu l'analyses a posteriori, ne te convenait pas? Ou, ou est-ce que c'est vraiment le fait d'être arrivé au bout d'un chemin qui te convenait à un moment donné et qui avait du sens, mais qui, au bout d'un moment, bah, n'en avait plus et qui t'a fait, bah, changer de route ou bifurquer? Mmh. Hem, ouais, en fait, on peut aussi poser la question est-ce que tu regrettes ce que tu as fait, par exemple? Ça serait une forme de pour savoir enfin, heu, Oui et ça serait non, une manière de parce que je pense qu'on apprend tout alors oui, on peut la poser, hein. Après, je pense qu'on apprend toujours de ses expériences, même si c'est plus la question de savoir, en fait, est-ce que si tu t'étais posé après tes études, par exemple, sur ces 3 mois, alors c'est difficile de «et si», hein, toujours, mais et que tu avais pris le temps peut-être de mieux réfléchir à qui tu es, de faire un peu un travail d'introspection à cette époque, est-ce que tu serais parti dans cette voie? Et est-ce que tu aurais eu des problèmes, en fait, à trouver du sens dans ton activité? Ou pas? En fait, c'est un peu plus ça la question, je ne sais pas si c'est clair? oui, oui. Hem, ouais, c'est pas facile de répondre. En tout cas, la question enfin, justement, la question du regret, c'est une manière pour moi de répondre en me disant: «Bah, je regrette pas du tout ce que j'ai fait et j'ai» parce que ça me paraissait justement assez naturel à cette époque, en fait. D'accord. Je me suis laissée guider par des rencontres aussi, en fait, avec des gens. Et donc et comme je disais, ouais, j'ai rencontré des gens super, je suis vachement contente d'avoir vécu ces années-là. C'est jusqu'à après, effectivement, je me suis rendu compte que, au-delà de ce qu'on créait, bah, au bout d'un certain moment, quand tu commences à grandir, que la dynamique change, il y avait il me manquait pour me soutenir la question du sens et notamment parce qu'aussi je pense que, hem, on entendait de plus en plus parler, je pense des questions, environnementales parce que de toute façon on en entend parler depuis les années 70. Moi je veux dire, c'est juste non mais ouf. Donc là, pourquoi est-ce que tout d'un coup il y a plus de gens qui décrochent? Ben, il se passe quelque chose et il y a un effet boule de neige probablement. Mais heu, du coup, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais Non, dire. non, 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 mais c'est une question qui est compliquée et en fait, je te demande ça parce que dans certaines, interviews, en fait, j'ai des gens qui me disent: Finalement, au bout de 20 ans, je me suis dit, bah, je vais retrouver mes rêves d'enfant et un petit peu, bah, qui je suis réellement, mes valeurs et me centrer, me recentrer sur ce que Mmh. j'aime profondément». Par rapport à une parenthèse, en fait, où tu as l'impression que tu te fais un peu aspirer par, finalement un courant qui t'a amené de par tes études, les gens que tu as fréquentés, tes premières expériences et cetera, qui peut être très intéressant, très motivant et sur lequel, oui, tu peux ne pas avoir de regrets, mais tu as quand même l'impression d'un saut, en fait, où, on se retrouve un petit peu qui on est réellement de l'intérieur un peu, si tu veux, sur cette quête de sens. Donc ouais, c'était un peu dans ce sens-là. Est-ce que toi, c'est un peu ça? Tu as l'impression de te dire: «Bah, finalement, tu vois, cette parenthèse, bah, finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment, j'en sais rien, l'amour de la nature ou autre», ou de dire: «Non, en fait, j'arrivais à la fin d'un cycle et puis voilà, quoi». Mmh. Hem, ouais, je pense qu'il y avait un truc de fin de cycle pour moi, mais et de trucs qui venaient un peu de loin, je pense. J'ai souvent aussi l'image un peu
Tu sais, quand on me demande s'il y a eu, un élément déclencheur et donc je pense qu'il y en a pas eu, mais par contre j'ai cette image de la tectonique des plaques quoi, en fait, qui est un Mmh. truc qui vient de très, très loin, tu vois? Et qui est un peu très, très lent, pas très perceptible et puis tout d'un coup, ça a cassé quoi donc tu vois, les effets ils se voient peut-être pas, mais enfin pour moi c'était pas un séisme de ouf, tu vois? Mais je Ouais, pense qu'il y a un truc qui a cassé au bout d'un moment, qui venait de loin et puis, du coup bah, ça marchait plus quoi et je voyais plus et donc je me suis disais aussi à ce moment-là, bah, je faisais pas mal de changements aussi dans ma vie privée. Enfin, tu vois, bon, bah, voilà, tu commences à manger moins de viande, tu commences à, tu t'intéresses un peu à la méditation, tu regardes un peu tu vois, tes actes de consommation, et cetera. Et puis je me disais: «Mais je peux pas faire ça et en même temps, du lundi au vendredi soir, travailler à entretenir une machine qui veut te vendre des caleçons et des parfums, ouais. quoi, alors que tu en as pas besoin». C'est un peu bizarre quoi donc tu vois ça me devenait de plus en plus gros. En fait, il y a une question je pense de la, du supportable ou un peu ou de la Mmh. sensibilité. Il y a un truc où on est un peu désensibilisé de plein de choses en fait, au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on devient soi-disant adulte, tu vois? On est un peu, bah, ouais, il y a des trucs, pas bien, mais écoute, c'est comme ça, tu vois? Oui, le système produit de l'inégalité, mais bon, tu vois, bah, c'est comme ça et en fait, il y a un moment où ça marche plus, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, tu es de nouveau sensible à ces trucs auxquels tu as Ouais. été sensible à un moment et on t'a appris un peu à te désensibiliser et puis là, ça revient, quoi. Puis je pense qu'il y a aussi le fait un peu de voir les années passées. Alors, j'essaie de pas trop me laisser, on va dire, enfermer par ça, mais enfin, tu vois, tu passes 30 ans et tout, puis tu te dis: «Mais j'ai jamais fait de plan de carrière, j'ai pas du tout envie d'en faire, mais là, en fait, je suis en train de faire quelque chose qui, si j'ai pas envie, si mon but dans la vie, c'est pas d'être CMO, tu vois, directeur marketing d'un grand groupe, machin, dans quelques années, je suis pas sur la bonne route, quoi, en fait. Ouais. Et donc là, tu c'est quoi, en fait? Mais est-ce que je me suis déjà posé la question de ce que je voulais faire, de ce qu'allait être ma vie, tu vois? Et là, je me dis: «Ben, il faut que je m'en aille faut que je m'extirpe de ce chemin, en fait, assez rapidement». Parce qu'en plus, tu sais très bien que plus tu avances et plus tu vas avoir de raisons de rester dans le système, quoi, tu vois? Tu vas gagner de Mmh. plus en plus d'argent, tu vas commencer à avoir des charges de plus en plus importantes, à apprécier de plus en plus ton confort et cetera. Donc je me dis: «En fait, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Il faut couper le fil». C'est hyper intéressant, je trouve ce que tu dis par rapport au fait que, en fait, c'est arrivé à un moment donné, alors que ce soit 30 ans, un petit peu avant, un peu après, mais c'est, tu poses en fait un certain bilan en commençant à te poser des questions que tu t'es jamais réellement posées à travers certaines études, comme, enfin, c'est quand tu fais une école de commerce, par exemple, où est-ce que tu vas? En fait, on ne te pose jamais réellement la question. On dit: «Ouais, tu veux faire de la finance, du conseil, autre chose», mais Mmh. c'est pas, finalement ce que tu veux faire de ta vie, ce que tu veux devenir et cetera. C'est cette espèce de grosse réflexion de finalement, et qui provoque, j'imagine, la question du sens, en fait, et finalement: «Attends, mais waouh, non, ouais, moi je veux pas être CMO, je veux être là, mais en fait, je veux faire quoi de ma vie?» Mmh. et Ou à quoi je veux que ma vie ressemble, tu ouais. vois? Au-delà des questions de plus, ben, en fait, peut-être, tu vois, d'être un peu dans de l'espace, avoir, la nature pas très loin, enfin, tu vois? Bah, déjà ça cadre un peu la réflexion, quoi. Et est-ce que tu dirais que, finalement, quand toi tu t'es posé cette question, que tu t'es dit: «Waouh, OK, en fait, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire de ma vie? Où je veux aller?» En fait, la question du sens et la thématique écologique t'est venue parce que, bah, c'était quelque chose qui était de plus en plus présent, autour de nous, que petit à petit, toi, tu étais rentré dedans par, des gestes ou des petites habitudes de vie, compost et autres, et que du coup, c'est là-dedans que tu as trouvé du sens, mais que ça aurait pu être complètement autre chose en fonction de l'environnement de société, tu vois? Si, enfin, peut-être plus, le côté un peu solidaire, intergénérationnel et autres. Mmh. Hem, est-ce que c'est ça et qui finalement t'a poussé dedans, ou vraiment quelque chose de fondamental en toi qui t'a dit: «Non, non, moi, c'est, la nature, c'est mon truc» entre guillemets, et c'est là que je veux aller? Bah, heu, j'avais identifié des thèmes quand je suis partie, parce que je suis partie en me disant: «Je veux j'ai là, je vais partir et je vais pas attendre de savoir exactement ce que je veux faire parce que sinon ça va prendre trop de temps et puis ça va me prendre trop d'énergie parce que c'est des choses trop différentes». Mais j'avais déjà commencé à réfléchir et j'avais identifié, 3 thèmes, et c'est toujours d'actualité. Donc il y avait l'écologie, il y avait l'éducation, hem
au sens large, donc aussi, en fait, comment est-ce qu'on fait grandir les gens, quoi? Comment est-ce qu'on partage, nos connaissances, nos expériences, tout ça? Comment on s'enrichit mutuellement? Et puis le bien-être. Ça, c'était un truc un peu nouveau que j'avais vraiment pas du tout, identifié comme quelque chose me définissant, mais à un moment, j'ai envisagé de reprendre des études d'orthophoniste. La médecine, chinoise, ça m'intéresse depuis super longtemps. J'ai commencé à m'intéresser, enfin, j'ai à faire beaucoup de yoga. En fait, il y avait clairement une dimension qui, ouais, aujourd'hui, je crois, ce qu'on met sous l'ombrelle de bien-être, quoi. Et ce que tu dis, c'est intéressant sur enfin, est-ce que c'est quelque chose qui vient profondément de moi ou est-ce que c'est quelque chose qui vient un peu de l'extérieur et que tu prends? Heu, j'ai l'impression qu'on est vraiment, un produit de notre époque, quoi. Enfin, tu vois, c'est non, mais on est et puis on est perméable, en fait, à un contexte, tu vois? Et donc interdépendant. Enfin, la semaine dernière, je voyais une copine qui, du coup, fait des études d'acupuncture et j'avais eu des nouvelles de, voilà, la femme d'un copain qui a bossé dans le luxe ou le semi-luxe et puis maintenant qui se reconvertit, elle devient, psychothérapeute, je crois. Et je me dis: «En fait, il y a tellement de gens qui sont en train de se reconvertir dans le soin». C'est tellement Ouais. symptomatique de, tu vois, de la façon dont on perçoit le monde. Parce que, tu vois, ma première réaction, c'est: «Putain, il y a tellement de monde, ça va être un marché bouché». Et après je me dis bah, toi-même d'ailleurs, je crois que tu vois, tu as aussi, cette casquette en tout cas, aussi cette envie de creuser ces sujets. Moi, clairement, c'est un truc qui m'intéresse. Tu vois, récemment aussi le massage thaï, l'ostéopathie, enfin bref. Hem Et en fait, je me dis: «Mais non, mais en fait, c'est aussi, beaucoup plus intéressant de dire que c'est symptomatique, quoi. Et on a juste tous envie de prendre soin les uns des autres, mais parce qu'aussi on a envie qu'on prenne soin de nous». Et puis je me dis: «Mais en fait, c'est parce que le monde, il nous détruit tellement», tu vois? Enfin, c'est fou. Au Mmh. lieu de faire rentrer des trucs de soins dans le monde qui existe, enfin, c'est un peu binaire à ce que je dis. Bah, tu vois, du coup, on a envie d'être dans le soin, quoi. Mais d'être dans le soin post, destruction du monde, c'est bon, c'est utile, hein, c'est nécessaire pour se régénérer, je pense, mais idéalement, il faudrait être dans le soin tout le temps, quoi. Ouais, ouais, c'est puis participer à la prévention. Vaste Mmh. sujet aussi. Ouais, ouais, ouais. Hem, si je recolle un peu les bâtons, alors c'est pas l'expression, mais tu m'auras comprise, par rapport à ton parcours, à toi, et ce moment où tu as décidé de partir et que tu as entamé cette réflexion, hem, est-ce que tu as pas eu, enfin, comment tu t'es senti enfin, face à cette décision de dire quand même, bah, je quitte un CDI, dans une boîte qui est quand même plutôt cool, finalement. Hem, comment est-ce que tu t'es senti par rapport à, bah, l'aspect financier, les gens autour de toi? Heu, comment ça s'est passé? Hem, alors, pour partir, c'était, heu, c'était dur. Comme je l'ai raconté, c'est une boîte que j'ai connue à ses tout débuts, donc j'avais un attachement assez fort à l'équipe fondatrice et cetera et même à la marque, enfin, au projet. Et j'avais vraiment cette image qui me revenait qui était, j'avais l'impression que c'était une rupture amoureuse, en fait. Enfin, il y avait un côté un peu, Ouais, tu vois? Parce que le CDI, comme tu dis, le CDI, c'est un truc particulier, tu vois? Si on m'avait dit que je serais à mon compte aujourd'hui, enfin, si on m'avait dit: «Mets-toi à ton compte», j'aurais eu vachement peur parce que c'est pas du tout, du tout ma culture, dans ma famille, tout ça. Le fait que ça soit venu progressivement, fait que, bon, voilà, ça fait beaucoup moins peur et en fait, aujourd'hui, c'est comme ça et je sais pas comment ça sera demain et ça me fait pas trop peur. Mais le CDI, c'est un truc, je me disais effectivement, en fait, si je ne fais rien, je pourrais potentiellement travailler dans cette entreprise toute ma vie, tu vois? Genre si elle, ne fait pas faillite et cetera, je pourrais travailler toute ma vie et je me disais: «Mais c'est comme quand, tu» du coup, là, quand j'ai vu mon boss, je lui ai dit: «Bah, en fait, je vous aime toujours, mais j'ai plus envie de continuer le chemin ensemble, tu vois? J'ai envie d'aller voir ailleurs». Et il y avait vraiment un côté un peu, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, mais tu sais que c'est pas la personne avec qui tu vas passer ta vie, quoi. ouais, ouais. Et tu te dis: «Bah, en fait, c'est ce genre de rupture un peu, quoi». Et puis il y avait vraiment ce côté affectif, difficile, quoi. Donc ça, c'est pour, comment faire et bah, ouais, c'est un peu difficile et ça s'apparente un peu à ça, quoi, je trouve. Hem Et après, bah, du coup, comment ça s'est passé, la réaction de mon entourage financièrement, tout ça? Bah, en fait, j'ai eu de la chance,
ça s'est vachement bien passé. Déjà, j'ai eu vachement le soutien de enfin mon boss a tout de suite compris. Il a été vachement, enfin, donc compréhensif, super, il m'a soutenue et cetera. Et puis en fait, quand je l'ai dit aux gens et en plus, j'étais un peu j'avais décidé justement de pas faire semblant parce que donc je t'avais dit que je voulais me mettre en jachère et je me suis dit: «Je vais pas raconter de bullshit pour, tu vois, faire Ouais. semblant et tout, quoi». Parce que déjà ça me faisait chier de le faire et en plus, il y avait un brin de provocation, tu vois? Aussi pour, Mmh. voilà, tu vois? Dire aux gens: «Ben, ouais». Donc je disais: «Bah, en fait, je veux rien faire, je sais pas», tu vois? Et donc ça, en fait, les gens ont super bien réagi. Donc je pense que, je sais pas, je sais pas trop, peut-être que c'est en fait, ils en ont envie aussi ou je sais pas trop. Et puis côté famille, côté proche, tout ça, ça est pareil. J'ai été vachement soutenue, étonnamment. Mes parents, peut-être aussi parce qu'il y avait eu cet épisode où j'allais pas bien, tu vois, avant. Ouais. Mais mes parents n'ont pas eu peur alors que tu vois, je pense que c'est un truc, c'était quand même, quitter un CDI, tout ça, enfin, ne pas savoir où tu vas, rien faire pendant un certain temps, c'était un peu étrange, quoi. Donc ils ont tout enfin, je sais pas, j'ai senti en fait autour de moi de la confiance, tu vois? D'accord. De la confiance et du soutien, surtout. Les gens, je savais que si j'ai besoin de quelque chose, il y avait du monde et puis, je sentais que les gens me faisaient confiance. Donc Et Et tu dis, ouais, tu avais pris cette décision de te mettre en jachère et de rien faire, mais enfin, ça s'est concrétisé comment? Parce que j'imagine que, bah, à un moment donné aussi, tu as plus de salaire, donc tu fais comment? Enfin, tu vois, c'est comment tu vis? Et puis cette idée de rien faire, c'était quoi? C'était pour toi entamer, j'ai envie de dire un voyage intérieur, si on peut l'appeler comme ça? Enfin, tu avais déjà des idées en tête ou tu t'es juste dit: «Non, là, je veux juste rien faire, quoi»? hem Ben, vraiment, il y avait vraiment un côté enfin si, il y a toujours plein de choses qui se passent, dans nos vies et dans nos têtes, hein, mais il y avait vraiment un côté, non, j'ai pas d'idée, vraiment. En fait, je sais pas, ça pourrait partir là, comme ça pourrait partir de l'autre côté Ouais. et là, en fait, et là, tout de suite, j'ai envie tu vois, d'aller me coucher, de me réveiller et de rien avoir à faire, quoi. Et c'est pas quelque chose qui m'angoisse, au contraire, c'est ce dont j'ai envie, tu vois? Et donc c'est ce qui s'est passé et en fait, les journées, elles passent, assez vite, quoi. Si tu es pas dans l'angoisse, tout ça, ou dans la volonté de prouver des trucs, tes journées, elles passent assez vite quand tu prends soin de toi, tu vois, de faire attention à ce que je sais pas, ton petit déj, Mais machin et ensuite et après je te dis les choses sont venues naturellement. C'est vrai que, tu vois, mais même quand, donc j'essaie de me rappeler ce que je faisais à cette époque parce que ouais. et je pensais vraiment des moments où je faisais rien, je sais pas, j'ai pas l'impression non plus d'avoir, beaucoup, beaucoup lu, machin. J'ai pris des cours de tapisserie, j'avais une vieille chaise, qui à OK. retapisser. J'ai pris des cours de tapisserie, ça m'a pris un peu de temps. C'est un truc concret dont j'arrive à me rappeler, mais sinon, je sais pas, j'ai dû m'occuper de mes plantes, ouais, bouquiner un peu, mais pas tant que ça, voir des gens, peut-être tricoter un peu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois? C'est quand même pas mal de choses. Et puis, C'est ouais, les assos bah, oui, oui, non, mais je veux dire, tu vois, quand j'ai quitté mon boulot, j'ai pas dit: «Je vais aller m'occuper de mes plantes», tu vois? Enfin, tu vois? Non, mais parce qu'il y a des journées je travaille sur un projet sous-marin, mais je vous le dévoilerai dans 2 semaines quand j'aurai levé les fonds, tu vois? Enfin, c'est ouais. non, mais c'est et puis la question financière, bah, oui, ça, c'est sûr que quand tu dis, «Je vais me mettre en jachère», il faut que tu puisses, prévoir, ça, donc de combien d'argent tu vas avoir besoin et tout ça. Bah, là, j'avais aussi eu le temps de reconstituer, mon épargne, tout ça, enfin, tu vois? Il y avait pas de j'ai je savais que je pouvais me le permettre pendant quelque temps, quoi et en fait, de toute façon, naturellement, je sais pas, ça a dû durer, à peu près 1 an, mais donc en fait, avant ça, bah, j'étais, je pense, un peu dans un cycle de nouveau qui était, plus, de l'apprentissage et du bénévolat, donc j'étais déjà moi, j'apprenais des trucs, bah, j'étais en train de me former, en fait, pour cette, reconversion qui avait pas été programmée, finalement et puis j'étais déjà aussi dans le partage, heu gratuit, enfin, sur mes propres fonds, tu vois? Mais sinon, tu vois? Et après, ça s'est venu assez naturellement, de Et commencer à le justement, comment ça s'est organisé un petit peu, tu dis ces rencontres, ce partage,
as rapidement évoqué le mot association avant que je te coupe. Tu vois, pendant toute cette année où tu t'es formé finalement, qu'est-ce que, enfin, parce que j'imagine que ton objectif, c'était pas de te former à la base, en fait. Comment est-ce que ça s'est passé? Ouais, mais justement, je pense que c'est pour ça que ça a, «marché» entre guillemets. Enfin, je sais pas si c'est pour ça, mais j'avais pas d'objectif, on va dire, fonctionnel ou utilitaire, tu Ouais, vois? d'accord. C'est ça que j'entends par, laisser voir, enfin, voir, laisser venir ce qui vient quoi et te laisser guider par, bah, en fait, c'est par l'envie. J'ai envie de faire ça. J'ai OK, envie de faire ça et pour la bonne raison, tu vois? Parce que ça m'intéresse, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a à faire en ce moment et que c'est un bon usage de mon temps, tu vois? Enfin, je post-rationalise, tu vois? Mais bien bon, en sûr. gros, tu vois ce que je veux dire? C'est encore une fois, de se laisser aussi porter par des rencontres et des opportunités. Mais comme je l'avais fait, en fait, quand j'ai commencé à bosser dans cette start-up, quoi. Et Parce que juste c'était un moment où il y avait d'autres choses qui résonnaient en moi. et justement par rapport à ces rencontres, est-ce qu'il y a eu une vraie différence dans ton mode de vie aussi au moment où tu as quitté la boîte? Est-ce que tu voyais toujours autant tes collègues, les mêmes personnes? Tu as rencontré de nouvelles personnes et de quelle manière? Hem, alors ouais, j'ai rencontré des nouvelles personnes, c'est sûr. Tout à l'heure, bah, j'ai parlé de la communauté qu'il y avait autour d'assauts comme la Fresque du Climat ou les Shifters et cetera. Je crois que j'ai pas parlé des Greniers d'Abondance, mais qui est une asso sur, le système alimentaire, et vers un qui travaille à des, questions de transition alimentaire pour aller vers un système plus soutenable et souhaitable, on va dire, sur les questions précises de l'alimentation. Et en fait, et pour reboucler aussi avec ce que je disais avant, je me suis mis un moment à donc bosser avec ces assos, enfin à aller à la rencontre de ces assos parce que ça m'intéressait, que j'avais envie de donner un peu de mon temps. J'y suis restée parce qu'en fait j'apprenais énormément, parce que j'ai OK. rencontré des gens et du coup j'ai commencé à m'investir sur des projets et en fait j'avais le sentiment de bosser déjà Ouais, au bout d'un moment. Parce que c'est vrai que bah, comme tu dis, je parle beaucoup des associations. Je connaissais pas trop le monde associatif avant et puis j'avais une vision un peu comme les vieilles assos, tu vois, un peu, ou les ONG, tu vois, enfin, un truc un peu plan-plan, machin et tout. Et là, en fait, ça, c'est là, il y a. Donc, je sais pas, peut-être que j'avais une vision erronée ou peut-être que ça, c'est des assos un peu nouvelle génération. Mais clairement, il y a des méthodes de travail hyper efficaces, des volontés, des motivations, des éthiques de travail, des capacités de travail énormes, une collaboration géniale. Et en fait, ouais, j'avais de nouveau en fait une stimulation intellectuelle qui aurait été, enfin, qui était égale à ce que tu as quand tu bosses et que ça se passe bien, quoi. et alors c'est génial que tu parles de ça parce que, je me demandais si aussi le côté, changement ou besoin de voir autre chose et par rapport à ton ancien travail, c'était aussi un manque de stimulation intellectuelle que tu pouvais ressentir à ce moment-là? Est-ce que ou pas du tout? Est-ce que au final ton travail était toujours tout aussi intéressant? Mmh, bah si, je pense qu'il y a de ça et après, mais elle venait du fait que j'avais changé. Parce que tu vois, je me Mmh, disais, mon boulot, en fait, j'avais quand même beaucoup de place pour la créativité, beaucoup de liberté et d'autonomie. Et enfin, ça venait de la particularité de mon poste, donc j'étais dans le marketing, la marque, enfin, il y avait un côté où mais c'est juste que hem, j'arrivais plus à parler du fond, en fait. d'accord, Donc ouais. tu vois, il y avait une corde cassée, en fait. Donc j'avais beau avoir tout ça dans la coquille et la forme et cetera, on va dire l'échafaudage, tout était bien, le squelette, je veux dire, mais en fait, il y avait un truc au fond qui était cassé, quoi. Ouais, ça résonnait pas, donc intellectuellement, c'était difficile de aussi, être Ouais et en suffisamment curieux, de vouloir creuser et Oui, oui, c'est exactement, que ça t'habite, quoi. Et donc et puis en plus quand c'est le cas, bah, enfin moi j'étais assez stricte sur la séparation entre la vie privée et la vie pro. d'accord. Tu vois, quand il y a un sujet qui te prend «aux tripes» entre guillemets ou enfin qui t'importe vraiment, tu perçois cette scission vraiment différemment. Tu Mmh. vois, je suis bien sûr, il faut toujours là, je cherche toujours aussi un équilibre entre vie pro, vie perso, enfin «temps pro, temps perso» entre guillemets, mais sauf que la question est très différente, quoi. Ton regard sur la question est très, très différent.
Et même ce que alors tu l'as rapidement évoqué, mais tu disais, en fait, j'avais l'impression de déjà travailler. Même ce qu'on met derrière le mot travail et Oui, professionnel évolue, j'imagine? mais Puisque je travaillais déjà, tu vois? D'ailleurs, enfin, c'est sûr, le mot travail, c'est ouais et puis le fait de découpler le travail de ton gagne-pain ou ton argent, enfin, tu vois? Ils sont souvent couplés là, tu vois? Ils le sont, mais oui, il y a des trucs qui subventionnent d'autres choses, il y a des moments, bon, bah, c'est enfin, ouais, de toute façon, la la question climatique, en soi, elle est intéressante, elle est nécessaire, enfin, la réflexion climatique, mais je trouve que ce qui est passionnant, c'est que ça a permis de tirer des fils de tellement d'autres trucs, ouais. sur le ouais, vraiment le sens, le fondement de notre système et les fondements culturels, anthropologiques, économiques, et puis, et aussi de je me dis parfois, bah, donc je reviens aussi sur cette question du regret où je me dis: «Bah, est-ce que je regrette un peu de savoir ça ou d'être née maintenant, machin?» Et je me dis: «Ben, non», parce qu'en fait, je me dis limite si j'étais née il y a 20 ans et ben, peut-être que j'aurais pas, bah, justement, je serais trop engoncée dans le système pour que ça m'atteigne, à ce point-là ou que ça m'atteigne aussi vite. Là, tu vois, je te dis, je parle des jeunes diplômés que je rencontre aussi. Enfin, il y a un côté, le truc, il est devenu c'est devenu tellement insupportable qu'au moins, bah, je suis pas dans la complaisance, tu vois? Je Mmh. peux pas me dire, parce que bon, on va pas se leurrer, on était enfin, heu, on était du bon côté de la barrière, quoi. Tu vois? C'est bizarre de se rebeller contre un système dont tu maîtrises, tous les rouages ou au moins ton pour lequel tu es vraiment bien parti, j'arrive pas à faire ma phrase, mais tu vois? Mais au Donc niveau individuel, oui, c'est mais est-ce que après on se le disait, est-ce qu'il y a pas le côté, bien-être, tu vois, de ce qu'on appelait qui est aussi, hem, provoque, chez certaines personnes en tout cas ce côté, pas rébellion, mais volonté de faire autrement. Tu vois, c'est toi, tu as pris du temps parce que tu étais fatigué. mmh, Il y a plein de personnes qui font des burn-out. C'est et puis après, au-delà, même si on fait pas de burn-out ou autre, il y a la question en fait de, en fait, j'ai quand même l'impression de me pourrir la vie ou de me fatiguer pour quelque chose, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? ouais. Heu, Ouais, ouais. qui Ce truc, qui est limite la même réflexion qu'un ouvrier, pouvait se faire, au 19e siècle, enfin ce que j'imagine qu'un ouvrier du 19e siècle aurait pu se faire. Mais enfin, tu vois, oui, ce truc d'être un peu, un pion dans la machine et de se dire, «J'entretiens quelque chose, qui me dépasse et finalement, qui nous apporte pas de bien-être, quoi». et Ouais. et toi, par rapport à ça, justement, comment est-ce que tu organises un petit peu ta vie aujourd'hui? On parlait du travail bénévole, pas bénévole, du fait d'être indépendant. Comment ça s'organise? Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre? Ouais. Bah, tu sais, comme j'ai rien prémédité, là, je vois un peu comme les choses viennent. Bah, là, actuellement, enfin depuis, quelques mois, j'ai beaucoup de mal à faire du bénévolat. J'en fais beaucoup moins qu'avant. Je pense pour des questions de temps parce que, bah, voilà aussi là, j'ai une mission qui me prend du temps. Finir le bouquin, ça m'a pris aussi beaucoup de temps et d'espace mental. Il y a aussi peut-être un côté aussi où, je suis moins en phase d'apprentissage aussi. Donc, j'ai peut-être que mon bénévolat, il va évoluer vers d'autres choses, mais, donc entre le manque de temps et le fait que, bah, ouais, peut-être que je suis à une autre phase, je reçois moins, peut-être en animant des ateliers de bénévoles ou comme j'ai moins d'espace en plus, voilà. J'en sais rien, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, j'en fais moins parce que j'ai moins de temps, mais je sais pas trop, comment dans 2 mois, ça peut changer. Et justement, tu parles de dans 2 mois et un peu des prospectives sur l'avenir. Comment est-ce que, est-ce que du coup maintenant tu te laisses toujours un peu guider comme ça par rapport aux rencontres, à ce qui va advenir? Ou, est-ce que tu essaies de planifier les prochains mois ou prochaines années? Je sais pas. Hem, ben, c'est sûr que je me laisse, toujours, guider par les rencontres et les opportunités. Je pense que ça, c'est la base. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de, donner aussi une impulsion. Alors c'est pas de la planification, mais, donc ça fait plusieurs années que
je pense à quitter Paris et que je le fais pas, même si j'y suis de moins en moins et que voilà, j'y suis plus du tout de la même manière que j'y étais il y a 10 ans. Mais j'ai du mal à le faire, quoi, donc là enfin, il y a aussi le fait de, bah, se laisser guider par les rencontres, c'est bien aussi, mais il y a un moment aussi, il y a une sorte je sens qu'il faut que je donne une impulsion, quoi et bah, encore une fois, je pense que quand je raconterai ça dans 5 ans, ce sera très facile de dire: «Bah, voilà, à un moment j'ai fait ça» et bah, là, je suis dans le moment avant où ça paraît très long, où je me dis: «Bon, bah, OK, par quoi je commence? Où est-ce que je vais? Comment?» Donc là, j'en suis un peu à ce stade où c'est ça, il faut un moment, faut y aller, quoi. Il y a un moment un peu quand même de courage, quoi. Un moment, enfin, c'est comme quand tu es monté en haut du plongeon, quoi. Du Ouais. plongeoir, pardon. C'est plongeoir qu'on dit, hein, Ouais, le plongeoir, je crois, oui. enfin, tu vois, il y a un moment où tu es là, bon, un moment, c'est un saut dans l'inconnu. Enfin, Ouais, je sais pas, tu vois, il y a un moment de confiance où tu lâches, quoi, tu vois? Ou de folie, tu vois? Je sais pas ce que c'est, mais il y a un moment un peu de tu lâches, quoi bien sûr. et il faut Et ça me fait penser à quelque chose. Je t'ai pas posé précisément la question, mais elle est importante pour moi, par rapport au et ça fait écho à ce que tu vis maintenant, hein, finalement, puisque se dire: «OK, comment on s'organise?» et cetera. Au moment où tu t'es lancé toujours et où tu as pris cette décision, au-delà des associations, du soutien familial que tu as pu avoir, est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as, fait toi une introspection intérieure et de quelle manière, tu vois? Est-ce que, c'est tu t'es mis à des pratiques particulières? Est-ce que tu es allé voir un psy? Est-ce que tu es allé voir un tu as fait un bilan de compétences? Est-ce que tu es passé par des organisations, d'accompagnement? Enfin, est-ce que il y a des choses qui se sont passées comme ça? Quel a été un peu, ton parcours? ouais, alors la pause que j'avais faite, la pause que j'ai faite là, le signe avant-coureur, donc ça allait vraiment pas très bien. Là, je suis allée voir une psy, OK. c'était la première fois que je faisais ça, on m'a conseillé et je trouvais ça bien. Ça m'a aidée, je pense, de voilà, de parler, quoi. Enfin, je sais pas de quelle manière, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a fait du bien. Heu, Après ça, est-ce que j'ai été accompagnée? Bah, ça a coïncidé aussi avec un moment où, effectivement, je me suis un peu plus intéressée à la méditation. J'en ai pas du tout fait, enfin beaucoup, je suis pas j'en fais toujours pas beaucoup, beaucoup du tout. Mais je comprends les principes et puis voilà, j'ai quand même essayé de, bah, justement d'en injecter un peu dans mon quotidien plutôt que de faire des retraites comme ça, très intenses, une fois par an, un truc comme ça. Non, bah, plutôt de changer un peu mon mode, heu, mon mode d'être tout le temps, quoi. Bah, Mmh. notamment, j'ai arrêté d'écouter de la musique dans la rue. Enfin, avant, j'avais tout le temps, c'est un peu anecdotique, hein, mais j'ai arrêté et puis en plus, après j'ai perdu mon iPod à un moment, mais sinon j'en aurais récupéré un autre. Mais en fait, j'ai arrêté d'écouter de la musique en permanence, quoi, parce qu'avant, quand je sortais, j'avais tout de suite un casque sur les oreilles, et cetera. Hem Et donc voilà, je sais pas trop. Sinon, j'ai pas l'impression de m'être fait accompagner par des gens en particulier ou des D'accord. des organismes ou Mais toi, tu t'es mis un peu une nouvelle méthodologie de vie. Alors je t'en parle aussi parce que dans le livre, à un moment donné, tu parles de manger en pleine conscience. ouais, Et ça me parle beaucoup parce que comme tu l'as dit brièvement, j'ai fait une formation en naturopathie, ouais, et c'est vrai que moi, je suis un peu passé par là aussi avec, je fais pas beaucoup de méditation, mais avec, essayer en fait de changer son mode de vie avec des choses qui, comme tu le dis, peuvent paraître toutes bêtes, mais plus écouter de musique dans la rue, prendre son temps et être conscient de ce qu'on mange, supprimer toutes les notifications, par exemple, de son téléphone portable. Tu vois, des choses un peu toutes bêtes comme ça, en fait, mais qui te permettent de prendre des temps pour toi, des temps de vide, des temps d'interrogation, et qui t'amènent, en fait, à la réflexion, plus que d'être, en fait, toujours occupé et d'avoir, en fait, un espace, de cerveau, disponible, très faible. ouais, ben, carrément, j'ai complètement là-dedans, donc ce truc de méditation, donc je suis allée une semaine, donc je sais plus à quel moment c'était, au village des Pruniers et j'ai trouvé ça super, en fait, cette, idée de mettre un peu de méditation, enfin de pleine conscience dans ça a l'air vraiment très bête, hein, mais bah,
de mettre de la pleine conscience dans plein de choses que tu fais et d'être beaucoup plus présent, donc ça ne plus écouter de musique, tout ça et puis, en fait, ouais, je crois beaucoup aux petits trucs, aux petits changements, en fait. Probablement, justement, là, j'apprenais dans les fondements de l'ostéopathie que les petits mouvements gouvernent les grands mouvements et ben, en fait, peut-être que les petits changements, gouvernent les grands changements. Lanen, on arrive à la fin de cet entretien et je voulais savoir si tu avais un message ou un conseil pour ceux qui se posent des questions, qui ont envie de s'engager, mais qui, voilà, qui ne savent pas forcément par où commencer ou qui ont besoin de retour d'expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais dire? C'est c'est pas facile, bah, déjà, d'écouter d'avoir de rencontrer des gens, qui qui vous inspirent et de s'entourer de gens, positifs, enfin dans le sens où voilà, qui vous font avancer, quoi. Donc peut-être écouter Oser, c'est bien, écouter il y a non mais c'est ça a l'air d'être de la pub, mais voilà et puis il y en a plein des podcasts, en ce moment, géniaux qui font ça, donc là, c'est sur le changement en particulier, mais oui, des aventuriers, les baladeurs, par exemple, c'est génial, ça donne une respiration, puis il y a des choses qui sont belles, quoi, ça donne envie d'aimer le monde. Ouais, bien s'entourer, je trouve. C'est quelque chose qui revient assez souvent, cette ce message ou conseil de bien s'entourer en fait et de personnes positives. J'aimerais juste peut-être creuser un peu ça, avec toi, si on a encore quelques minutes. Parce que je pense que c'est effectivement fondamental, pour passer à l'action ou passer à l'acte ou en tout cas le faire de manière, bienveillante. C'est de trouver des gens, ouais, qui finalement vont plus t'aider, sont dans une même dynamique et te permettent d'avancer. Et comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Euh, quand dans notre famille, nos amis ou notre entourage, finalement, on se sent un peu seul face à ces questions. Ouais, par où, comment est-ce que toi, tu as réussi à bien t'entourer en fait? Hem, Bah, pour ça, internet, c'est pas mal quand même. Enfin, je veux dire si on n'a pas de soutien ni dans les proches, ni dans la famille, ni dans le milieu pro, justement écouter des podcasts et puis après, tu vas dire que je répète encore le mot association, mais hem, ça permet de rencontrer des gens qui en fait, ouais, c'est des communautés qui sont regroupées autour de préoccupations particulières, quoi, ou d'une intention particulière. Généralement, en plus, qui ont une attention aux questions d'inclusivité ou de gouvernance et on va dire du fait d'embarquer plusieurs personnes dans le projet. Je sais pas trop comment. Et après, je pense que peut-être il faut tirer les fils, quoi. C'est-à-dire que peut-être dès qu'on rencontre quelqu'un ou dès qu'on sent qu'il y a quelque chose, en fait, dans une Hmm. conversation, dans une rencontre, dans une lecture, et ben de tirer ses fils, en fait. Et après, il y a plein de choses qui viennent. Enfin, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi, Et pour toi, moi. tu as écrit à des gens, par exemple, je sais pas, tu as lu un bouquin, tu as écrit un podcast, tu as vu un post, tu t'es dit, allez, je leur envoie un mail, je leur envoie un message pour les rencontrer. Tu as fait ce genre de démarche-là? Ouais, je crois. Ah oui, alors, enfin ça, pour le coup, tout à l'heure, on parlait de la stimulation intellectuelle ou le fait que quelque chose soit cassé, mais je pensais aussi à, à la confiance que ça donne, je trouve, de se réaligner, en fait, de trouver un sens beaucoup plus profond ou beaucoup plus personnel à ce qu'on fait. C'est que, ouais, enfin là, pour le coup, j'ose beaucoup plus, enfin, en fait, quand quelqu'un m'intéresse, que je trouve un moyen de le contacter, je le contacte, quoi. Et la plupart du temps, ça marche, ils répondent. Après, voilà, il se trouve que j'ai pas envie de contacter Rihanna ou ou Emmanuel Macron, mais donc en fait, j'écris aux gens et ils me répondent généralement. J'utilise beaucoup LinkedIn notamment, hem, mais par tous les moyens et en fait, j'ai beaucoup moins de réticence ou de réserve qu'avant pour ça.
mais parce que je pense que je suis portée par le truc, quoi, et donc je trouve ça intéressant. Aussi réciproquement, il y a pas mal de gens à l'issue d'ateliers qui me disent: «Ah, est-ce qu'on peut s'appeler, machin?» Mmh. Notamment aussi des gens qui ont envie de quitter leur boulot, qui se posent un peu des questions ou de changer de choses dans leur boulot, et je leur réponds toujours parce que ça me fait plaisir. Je sais pas trop ce que j'ai à leur apporter parce que Ouais. voilà, mon histoire, elle est très personnelle et voilà, mais je leur réponds toujours. Donc ouais, osez, contacter les gens, quoi, qui vous inspirent. Génial. Bah, merci beaucoup Lanan, pour ce témoignage et bravo encore pour ton bouquin. Vraiment voilà, si vous posez des questions sur l'empreinte carbone, Sans geste pour réduire son empreinte carbone, je ne pourrais que le recommander. Il est vraiment top. Merci à toi et puis, bah, bonne fin de journée. Merci JP. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment, afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. À bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez!